Bonjour Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours? Bonjour Thibault. Eh bien, je vais commencer par la maternelle, effectivement, comme ça a été suggéré. Euh, Mon parcours est que je suis le fils d'un instituteur et c'était une classe unique. Donc, je n'ai eu que mon père comme instituteur. D'accord. Donc, c'était enfin, un début un petit peu particulier, effectivement. J'habitais dans l'école, à vrai dire, qui était une mairie aussi dans un tout petit village. Et donc, je suis allé à l'université à Nancy, qui est proche de mon endroit de naissance. Et j'ai fait ma thèse dans le laboratoire de Pierre Gadal, qui est décédé il y a peu de temps. Euh, donc, c'était assez particulier à l'époque parce que quand j'ai fait mon DEA, disons que ça a très bien marché scientifiquement. C'était véritablement le travail que j'ai fait au niveau du DEA, il a ouvert tout un champ de recherche, ce qui n'était pas forcément évident pour tous les gens qui font un DEA. J'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. Et à la fin de mon DEA, Pierre Gadal est venu me voir et m'a dit: est-ce que vous voulez devenir chercheur CNRS? Je lui ai dit: je ne vois pas très bien comment pourrais-je faire ça. Et un an après, j'étais chercheur CNRS. Donc, D'accord. il venait chercher les gens dans les labos. C'était un poste fléché. J'ai eu aucune difficulté pour trouver un emploi, ce qui était merveilleux parce que j'avais déjà deux enfants. Donc, j'étais fort content de ne pas traîner à faire des post-docs, etc. Enfin, il n'y avait pas tellement de post-docs à l'époque. C'était un Oui. petit peu une autre époque. Voilà, ouais. Et à la suite de ça, je suis parti c'était pas un postdoc parce que j'avais déjà un poste en fait, mais je suis parti sur une année en Californie, à Berkeley. Et quand je suis revenu, mon labo a déménagé sur Orsay parce que mon patron avait demandé un poste de professeur à Orsay, puis il a pris toutes les machines. Il m'a dit: qu'est-ce que vous faites? Et je lui ai dit: ben, je vais y aller. Je n'étais pas forcément ravi, n'est-ce pas? D'accord. Et, je suis parti un petit peu avec le couteau sur la gorge, mais le fait est que, enfin, si j'étais pas parti à Orsay, je me serais enterré véritablement scientifiquement. J'ai appris énormément de choses là-bas, D'accord. y compris toute la transition vers la biologie moléculaire. J'ai bien fait d'aller là-bas et donc je suis devenu directeur de recherche au CNRS à Orsay. Et puis après, j'ai pris une trajectoire assez particulière parce que il est plutôt rare que les directeurs de recherche demandent à redevenir professeur. Ce que j'ai fait, c'était une époque particulière où le CNRS essayait de se débarrasser de son staff. Et moi, j'avais envie de revenir dans ma région, près de mes parents, etc. Et donc, je suis revenu comme professeur à Nancy et puis j'ai fini ma carrière comme ça. D'accord. Voilà. Et vous avez travaillé sur quel thème scientifique? Euh, alors, tout a dérivé d'expériences qu'on a faites au niveau de mon DEA, comme je l'expliquais. C'est mon superviseur à l'époque, qui s'appelait Jean Vidal, m'a dit: ben voilà, j'essaye de purifier une enzyme photosynthétique qui s'appelle la malate déshydrogénase à NADP. Je n'arrive pas à la purifier, et puis dans la littérature, on voit des choses qui indique qu'il y a des enzymes qui sont régulées de façon redox, où il faut rajouter du dithiotraïtol pour les activer. C'est un réducteur. D'accord. Et il me dit: bah, puisque j'arrive pas à la purifier, ça veut dire qu'on perd une protéine régulatrice sur le chemin. Eh ben, trouve-la. Voilà. D'accord, c'est pas évident. Non, c'était pas évident. Et j'étais à peu près persuadé que ça marcherait pas. En fait, je me suis dit: bon, on m'envoie dans un truc qui va complètement foirer, quoi. Et puis, ça a été tout à fait le contraire, en fait, mais il a fallu quand même s'accrocher pour le faire, mais on a trouvé, et, en grande partie parce que cette protéine avait des propriétés de thermostabilité extrêmement remarquables, ce qui a permis de séparer très rapidement la protéine régulatrice de la protéine régulée. D'accord. Et à partir de là, on a apporté de nouvelles informations, véritablement, au niveau du végétal, mais aussi sur tout le domaine de la régulation redox, parce qu'on s'est aperçu très vite qu'il y avait une grande hétérogénéité de ces protéines chez les végétaux, de ces protéines régulatrices qui s'appellent des thiorédoxines.
Et pendant longtemps, les gens qui travaillaient sur les systèmes bactériens ou animaux, bon, ils croyaient pas vraiment à ce qu'on avait publié, quoi. Et puis, cela dit, ça, c'était solide quand même, hein. Ouais, ouais. On avait deux enzymes différentes qui étaient activées par deux facteurs, enfin deux thyrodoxines différentes. Et petit à petit, avec l'avènement des génomes, ils se sont aperçus qu'effectivement, dans les génomes animaux et bactériens, il y avait plusieurs gènes qui codaient pour ces protéines-là. Mais on a été les premiers à le voir, effectivement. D'accord. Et par la suite, on a euh, beaucoup insisté sur des aspects structure-fonction de ces protéines, de manière à comprendre comment leur réduction impactait l'apparition de leur activité catalytique. Donc c'était beaucoup de la structure. Donc j'ai eu beaucoup à me confronter avec des structuralistes, des cristallographes et des gens qui font de la RMN. D'accord. Voilà. Et ces enzymes, elles ont quelle fonction? Alors, ce sont des enzymes qui sont impliquées dans la fixation du CO2. D'accord. Il y en a qui sont directement dans le cycle de Calvin, ça s'appelle fructose bisphosphatase, cédoheptulose bisphosphatase. Il y en a d'autres qui sont, c'est régulé par la lumière en réalité, de façon physiologique, mais par des cascades d'oxydoréduction. Ok. Et puis l'enzyme originale sur laquelle on avait travaillé, qui est cette malade déshydrogénase, elle est impliquée dans la fixation du CO2, mais sur un cycle accessoire qui est présent dans les plantes dites de type C4, où ces plantes-là, elles fixent le CO2 pour le premier produit de la photosynthèse stable qui s'appelle le malate. Donc c'est un acide organique à 4 carbones. D'accord. 4, voilà. Et alors que normalement, les autres plantes, elles font un acide organique à 3 carbones. D'accord. Hein. Donc essentiellement, ça, ces systèmes régulateurs régulent la vitesse de la photosynthèse. Et D'accord. donc, on peut bien imaginer que ça régule aussi le rendement Oui. de la production photosynthétique des plantes. Vous disiez aussi qu'on retrouve des enzymes du même type chez des bactéries et chez des animaux. Donc là, je Oui, suppose que c'est pas lié à la photosynthèse. pas vraiment, effectivement. Vous supposez bien. Magnifique. Ouais. Et, en fait, la réaction de base qui a permis de découvrir les thyrodoxines, c'est pas nous qui les avons découvertes, hein, elles ont été découvertes chez les bactéries, c'est qu'elles participent au fonctionnement d'une protéine qui s'appelle la ribonucléotide réductase. Alors D'accord. cette protéine, en fait, elle transforme les ribonucléotides en désoxyribonucléotides. Donc si tu veux, sur le squelette ribose, on enlève un OH. Alors quand je fais court au tableau, c'est facile, On je fait le mouille mon schéma. doigt et puis j'enlève l'OH, mais en pratique, c'est une réaction qui est très difficile à faire. Et donc l'un des co-catalyseurs dans cette réaction sont les thyrodoxines. D'accord. Donc c'est comme ça qu'elles ont été découvertes. Et alors c'est une réaction essentielle hein, parce qu'elle est à la base de la synthèse de l'ADN. Donc c'est quand même pas tout Oui, à fait pas négligeable. négligeable, pas tout à fait. Et alors par la suite, et puis c'est des travaux qu'on a fait à Nancy plus tard aussi, on s'est aperçu que les thyrodoxines sont extrêmement impliqués dans les réactions antioxydantes. D'accord. Donc il y a pas mal de protéines qui s'appellent des peroxyrédoxines ou des méthionine sulfoxyde réductase qui utilisent les thyrodoxines comme donneurs d'électrons pour réparer par exemple les protéines qui sont endommagées par H2O2 ou qui ont des méthionines qui sont transformées en méthionine sulfoxyde. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis, la dernière évolution qui était tout à fait inattendue, c'est que certaines protéines qui sont homologues aux thyrodoxines, qui s'appellent des glutarédoxines, sont impliquées dans les synthèses des centres fer-soufre, dans l'assemblage des centres fer-soufre, qui sont remis à l'intérieur de polypeptides après leur synthèse D'accord. et qui servent dans les chaînes de transport d'électrons en particulier. D'accord. Donc oui, donc ça reste des choses qui ont un effet très dans le métabolisme central, enfin assez proche, quoi. Oui, 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 tout à fait. Oui. D'accord. Tout à l'heure. Et les deux dernières choses que j'ai évoquées, Oui. c'est vrai tout autant dans les bactéries ou les animaux que chez les végétaux D'accord. aussi. Donc c'est Alors des les fonctions végétaux, universelles. voilà, les végétaux entendent plus
la capacité de réguler la photosynthèse, effectivement, qui n'existe pas ailleurs, et de façon extrêmement intéressante. Donc, c'est pas par hasard qu'on a été les premiers à trouver cette multiplicité de thyroïdoxine chez les végétaux, parce que quand on regarde en génomique, les systèmes animaux ou bactériens, ils possèdent, disons, 3-4 gènes de thyroïdoxine, D'accord. avec une mitochondriale, une nucléaire, puis peut-être des variants un peu bizarres. Chez les végétaux, il y en a 40. Ah oui, ça fait une différence. Oui. Donc la différence est énorme. Alors, il y a des hypothèses. L'une d'entre elles, c'est qu'effectivement, il y a la photosynthèse en plus, qui est loin d'être négligeable, hein. Mais une autre hypothèse, c'est que les végétaux photosynthétiques, ils génèrent énormément d'oxygène et d'espèces oxygénées réactives, et qu'il y a probablement besoin d'un système antioxydant beaucoup plus performant que D'accord. dans des systèmes non photosynthétiques. Voilà. Tout à l'heure, vous aviez évoqué qu'avec le transfert de votre laboratoire vers Orsay, vous aviez aussi fait le transfert vers la biologie moléculaire et que ça avait Oui. transformé votre travail. Comment ça l'a transformé spécifiquement? Alors, ça l'a transformé de la façon suivante, c'est que euh, donc, l'enzyme cible qu'on avait étudiée au départ, la malade déshydrogénase, disons, il y a deux gènes chez les végétaux, mais il y a qu'un des gènes qui est transcrit et traduit. L'autre, D'accord. c'est un gène backup, quelque chose comme ça. Et donc, si vous essayez de purifier cette protéine directement à partir du matériel végétal, c'est pas si compliqué, c'est possible à faire. Voilà. Il y a plein d'écueils, hein, je ne vais pas trop dans les détails, mais quand vous cassez des cellules végétales, vous libérez des polyphénols qui vont se coller sur les protéines, vous libérez des oxydants, enfin, etc. C'est pas des bons matériaux pour travailler de façon biochimique. Mais D'accord. malgré tout, on arrive avec des techniques de chromatographie, de filtration, de précipitation, d'échange d'ions, on arrive à purifier ces protéines à homogénéité. Mais quand on s'adresse aux thyroïdoxines, elles sont toutes à peu près de la même taille, et ça fait 110-120 acides aminés. D'accord. Elles ont toutes des charges relativement proches. Donc c'est un cauchemar, quoi. On ne peut pas arriver à purifier ces protéines. Enfin, il y a un collègue qui est arrivé à faire ça, à les amener à homogénéité et à les séquencer en Suisse. Mais bon, c'est un stakhanoviste de la préparation, quoi. Il a broyé des centaines de kilos d'épinards pour arriver à faire ça. D'accord. Et après l'utilisation du génie génétique, on cultive 1 litre de colis et on ressort plus de protéines homogènes que ce qu'on n'a jamais produit en 30 ans de recherche à partir des végétaux, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est homogène très vite. Alors maintenant, on est capable en plus de faire des constructions dans lesquelles on met des histags au bout des protéines pour les attraper sur des colonnes de nickel. Donc on purifie ça en quelques heures, en fait. Voilà. Alors que moi, quand j'ai commencé à travailler, ça prenait des semaines pour arriver à avoir des protéines à peu près convenables à l'arrivée, avec des dégradations parce que il faut travailler au froid, mais il y a quand même des protéases qui vont grignoter dedans. Enfin, c'était vraiment très difficile. D'accord. Vraiment très difficile. Les protéines là qui sont exprimées par E. coli, c'est des protéines de E. coli ou c'est des protéines venant des végétaux qui ont été Non, insérées dans le génome? c'est des gènes, enfin d'ailleurs c'est pas des gènes, ce sont des cDNA, on est obligé de travailler avec des cDNA parce que D'accord. si vous avez des introns là-dedans, le système bactérien ne Oui. comprend pas, hein, la présence d'introns. Donc on isole les ARN messagers, on, on, on les rétrotranscrit en cDNA et on introduit des cDNA dans les plasmides. D'accord. Et donc, c'est des protéines, oui, dans notre cas, ce sont des protéines végétales qu'on produit dans coli, hein. Alors, on peut produire des protéines de tout type dans Escherichia coli ou Oui. dans la levure, ou etc., hein. Il n'y a pas de limitation là-dessus. L'une des choses qui nous a permis d'avancer énormément aussi, c'est ce que Frédéric a mis au point quand on était à Orsay, c'est de travailler sur la mutagénèse dirigée et d'arriver à modifier ces cDNA pour changer des acides aminés sur la D'accord, oui. protéine, hein. Donc ça nous a ouvert beaucoup de perspectives, effectivement. Et est-ce que maintenant vous avez tendance à utiliser les derniers outils comme CRISPR-Cas9, tout ça, pour être encore plus précis?
Alors, bon, je suis en Oui, retraite depuis quelques années maintenant. Alors, donc, CRISPR-Cas9, c'est arrivé un petit peu avant que voilà, que je quitte un peu. Enfin, je suis toujours le domaine de la recherche, mais je suis un peu plus éloigné. Donc, évidemment, je n'ai pas fait ça. C'est des choses qui n'ont pas été mises encore en place dans le laboratoire où je travaille, mais d'accord. ça avance, quoi. Ouais, D'accord. clairement. Ouais. Euh, En parlant de, de votre carrière, j'ai vu que vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France. Et j'ai déjà entendu parler de cet institut, mais en fait, je vois très mal à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on y fait. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, c'est un institut hors mur. Il n'y a pas de localisation physique de l'Institut universitaire de France. Tout le monde peut postuler. D'accord. Voilà. Et il y a deux catégories d'enseignants-chercheurs qui peuvent appartenir à l'Institut universitaire de France. Ça dépend à quel moment de votre carrière vous êtes arrivé. On peut postuler soit comme membre junior, soit comme membre senior. Alors, tout dépend, à mon avis, de l'activité scientifique que vous avez eue. Si votre activité scientifique n'est pas jugée suffisante, et il y a des jurys internationaux qui décident, bon, il y a une part de chance aussi, hein, bien sûr, mais si ce n'est pas suffisant, on ne vous accorde pas ce label. Si vous avez produit et on pense que vous avez contribué de façon significative à la recherche, à ce moment-là, on vous donne ce label. Alors, quel est l'avantage de la chose? C'est que quand vous êtes enseignant-chercheur, vous avez un minimum d'enseignement à faire. Et le chiffre magique, c'est 192 heures. Alors, Oui. ça paraît pas beaucoup sur une année, mais bon, il y a des heures d'enseignement, il y a des heures de préparation, enfin, il y a beaucoup de choses, des heures D'administration. d'administration, tout ça. Oui. Quand vous êtes à l'Institut universitaire de France, on vous réduit votre enseignement des deux tiers. D'accord. Donc, vous n'avez plus qu'un tiers d'enseignement à faire, ce qui vous libère beaucoup de temps pour la recherche. Voilà. Hein, donc, c'est l'avantage principal. Il y a de l'argent qui est attribué à ça aussi, donc pour faire fonctionner votre laboratoire. Au début de l'IUF, ils attribuaient aussi des postes D'accord. aux gens qui étaient nommés à l'Institut universitaire de France, de manière à les aider dans leur recherche aussi. Alors maintenant, ils ont ouvert davantage les vannes depuis une quinzaine d'années. Il y a plus de gens qui sont recrutés et donc ils ne donnent plus ces postes qui étaient donnés au départ. Mais en général, quand on a ça, on peut aller voir son président d'université et puis lui dire bah, dis donc, tu pourrais pas faire un petit quelque chose pour moi, s'il te plaît. Voilà. Et puis, D'accord. si on est un peu aimable, ça aide énormément dans la carrière, en fait. Et D'accord. aussi dans la recherche. Donc, il y a beaucoup d'avantages liés à ça. Mais est-ce qu'il y a des Oui. contraintes? Est-ce que, par exemple, vous avez un devoir d'expertise, des choses comme ça? Eh ben, il y a très peu de contraintes, en fait. D'accord. Il y a très peu de contraintes. Alors, en théorie, l'IUF fait une réunion par an. Mais alors, c'est assez intéressant parce que c'est toute discipline confondue. Donc, on peut se confronter avec des physiciens, on peut se confronter avec des gens qui ont travaillé sur les lettres classiques ou l'histoire du Moyen Âge. Enfin, il y a D'accord. toutes sortes de choses. Et donc, c'est assez stimulant, en fait. Euh, alors, ce qu'on voit quand même, c'est que ces réunions annuelles, elles tournent sur toute la France. Il y en a une chaque année, comme Oui. son nom l'indique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas tant de gens qui les suivent en réalité. Ce qui D'accord. est assez dommage, parce que je pense que ce serait le minimum qu'on puisse demander, effectivement, c'est de s'investir un petit peu là-dedans. Alors moi, quand j'ai été membre de l'IUF enfin, en fonction, j'ai essayé de suivre ça régulièrement quand même. Je me suis dit, bon, on m'offre ça, le minimum c'est de faire un effort quand même pour participer. Quoi. Et puis j'ai organisé une de ces réunions à Nancy quand j'ai été nommé en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a des endroits où on peut retrouver les discussions, les débats qui ont lieu pendant ces journées-là? Ou c'est quelque chose qui reste... Alors je pense que oui, il faut aller sur le site de l'IUF. Alors je sais pas, à l'époque ça n'a certainement pas été enregistré. Oui, J'imagine qu'avec le temps, ils doivent faire ça quand même, effectivement. Non, il doit y avoir moyen de chercher ça, oui. d'accord. Effectivement.
Ouais. Bon, bah, je regarderai et je rajouterai le lien pour les Voilà, fans. oui, oui, il y a un lien. En tout cas, ça détaille un petit peu très légèrement ce qu'ont fait tous les membres de l'IUF, soit junior, soit senior. D'accord. En parlant toujours de ce thème de collaboration entre des chercheurs de différentes disciplines, j'ai vu que vous aviez publié une série d'articles dans The Conversation avec un philosophe qui revenait notamment sur l'idée du moi, du point de vue philosophique et du point de vue biologique, que j'ai trouvé très Mhm. intéressante, et je me demandais qu'est-ce qui vous avait amené à faire ces articles-là, et comment vous aviez travaillé avec ce philosophe-là en particulier. Eh ben, la retraite. D'accord. Je ne savais plus quoi faire. Voilà. Non, c'est toujours, c'est enfin, des questions qui m'ont toujours interrogé, effectivement. Et euh, comment dirais-je, euh, dans mes études, j'ai pas toujours été un étudiant extraordinaire en sciences. Enfin, j'avais quelques difficultés en sciences nat, en mathématiques, etc. Mais j'aimais beaucoup le français. D'accord. Et, en réalité, quand j'ai eu mon bac, ça a été essentiellement grâce au français et à la philo. En maths aussi, enfin, je me suis débrouillé, quoi, mais c'est ça qui m'a beaucoup aidé, en fait. Et je pense dans ma carrière, par la suite aussi, à vrai dire, je dirais que ça a fonctionné plutôt pas mal, je ne veux pas me gonfler non plus, mais ça a fonctionné plutôt pas mal parce que j'étais capable d'écrire dans un français convenable et puis de parler et d'écrire dans un anglais acceptable D'accord. aussi. C'est souvent quelque chose qui est très limitant pour les étudiants français. La dernière étudiante que j'ai eue, c'était une étudiante allemande, et sa maîtrise de l'anglais était extraordinaire par rapport aux étudiants qu'on a en France. C'est malheureux de le dire, mais c'était comme ça, quoi. Et donc j'ai toujours eu cette appétence pour la littérature. Et puis pour la philosophie un petit peu aussi. Et donc je trouvais que c'était une bonne chose de m'intéresser un peu à ces questions, d'essayer d'écrire là-dessus. C'est un peu une sorte euh, de legs que je laisserai à mes enfants. En fait, ce que j'ai détaillé là-dedans, surtout, c'est que à partir du moment où on décède, on se redistribue au travers de la photosynthèse dans tout ce qui nous entoure et que c'est une sorte de survie quelque part. Voilà. Donc c'est D'accord. ça que j'ai essayé d'expliquer. Et bien entendu, le philosophe n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin bon, c'était des échanges intéressants. Ouais. Oui, oui, c'était très intéressant d'avoir. Parce que En tout cas, ça m'a bien amusé. Voilà. Ouais. moi, je trouvais ça intéressant parce que autant j'avais déjà lu des choses du point de vue philosophique sur la question, qui sont Mhm. repris, des arguments qui sont repris par votre collègue Mhm. là-dessus, mais autant j'avais pas trop exploré le côté biologique de la question. Donc, je trouvais ça Mhm. intéressant. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions plus directement à vous, et je pose toujours les mêmes types de questions. Et la première, c'est toujours, est-ce que dans toute votre carrière ou de votre vie, il y a quelque chose qui vous a rendu particulièrement fier, dont vous aimeriez partager avec nous? Alors fier, je ne sais pas. Je suis quand même très content d'avoir formé un certain nombre d'étudiants. Alors il y a Frédéric que tu as rencontré. Pas tant que ça en fait, hein. Il y a eu essentiellement 4 étudiants que j'ai véritablement euh, coachés directement. Voilà. Et puis d'autres de façon beaucoup plus indirecte, mais certains d'entre eux ont eu une très très belle carrière scientifique et continuent à avoir une très belle carrière scientifique. Et ça, j'en suis content. Et je suis particulièrement content aussi que l'un de ces étudiants actuellement dirige le laboratoire que j'ai commencé, que j'ai initié à Nancy, et que ce travail il se poursuit d'extrêmement belle façon. Voilà. D'accord. Donc je pense que c'est une réussite de ce point de vue-là, tout à fait. Oui. D'accord. Et bien justement, d'un point de vue un peu humoristique, Fred m'a demandé de vous poser la question de quel était votre ancien étudiant en thèse préféré. Je pense Mais qu'il espère que ce soit lui. c'est évidemment Fred, bien entendu. D'accord. On s'est beaucoup amusé avec Fred. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, oui, il m'a Oui, raconté un oui, petit peu. on s'est beaucoup amusé. Ça a été une période très, très agréable. Mais j'aime les autres tout autant. D'accord, comme les Alors, enfants. moi je suis Vosgien, tu Bah sais, oui, et quand on questionne un Vosgien, on lui demande qu'est-ce que tu préfères, ton père ou ta mère? Et il répond
le lard. Et D'accord, puis après, on lui demande, tu préfères quoi, le gras ou le maigre? Et il répond, la couenne. Voilà. d'accord. Donc Merci. tu diras à Fred que je l'adore, mais les autres aussi. Ça marche. Ben, il regardera la vidéo lui-même, je pense. Ouais, ouais, il verra par lui-même. Ouais. Qu'est-ce Euh, qu'il est jaloux, c'est incroyable. euh, la question suivante, c'est un peu le pendant de la question sur la Fortier. Est-ce que dans votre carrière, il y a eu un échec, une erreur, quelque chose qui a été difficile à vivre, mais qui pour vous vous a appris des choses et que vous aimeriez partager? Ah oui, j'ai eu des bas, hein, effectivement. Et en particulier, l'un d'entre eux, je pense que ça sera très, très instructif, c'est quand je suis arrivé à Nancy, à mon retour à Nancy, Oui. je suis arrivé dans un labo où il y avait essentiellement rien. Il y avait une chambre froide et une balance, mais la balance, je n'avais pas le droit de m'en servir parce qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Et D'accord. puis, il y avait un bazar monstrueux dans le labo. Il y avait des bouteilles partout, des trucs. Enfin, c'était terrible, quoi. Alors, pendant un moment, on a commencé à travailler avec Nicolas Rouillet, mon étudiant qui m'a succédé par la suite. On a commencé à travailler dans une pièce, dans deux pièces, puis un jour, on a dit, bah, il faut quand même qu'on libère un peu l'espace, et on est allé dans la pièce qui était vraiment tout au fond, où il y avait un capharnaüm monstrueux. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de ramassage de produits. D'accord. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert les robinets dans les éviers, puis on a commencé à virer des choses dans les éviers en faisant attention à ce qu'on mettait. Oui. En sachant aussi qu'il y avait des bouteilles, on ne savait pas très bien ce qu'il y avait dedans. Et tout s'est passé relativement convenablement. À un moment, on a mis un truc qui s'appelle de l'éthane thiol. Alors les thiols, ça pue toujours. Bon, ça sentait un petit peu mauvais, c'était pas terrible. Mais... Et puis on est arrivé sur un flacon maléfique qui s'appelle de l'acide valérique. Alors les gens qui travaillent sur le lait et l'acide caproïque savent que ces produits-là, ça sent extrêmement mauvais. C'est des acides organiques à très courte chaîne. Et donc l'acide valérique, il y avait 50 millilitres, donc on le dilue dans l'évier à grande eau, et ça commence à sentir dans tous les égouts autour de la fac. C'était monstrueux, quoi. Ils ont été obligés d'évacuer les amphis, les labos. Il y a le restaurant McDonald's qui était situé en aval, qui a porté plainte contre moi parce que j'avais créé des odeurs. Les McDo, ça flingue quand même pas mal, hein, à vrai dire. Et donc, je suis passé en conseil de discipline. Enfin, ça a été assez terrible. Voilà. Mais suite à ça, ils ont commencé à ramasser les produits dans les labos, en fait. Donc, c'est grâce à moi, quelque part, D'accord. que ça s'est produit. Bon, c'était pas terrible, voilà, mais on m'avait laissé quand même des locaux dans un état assez désastreux, à vrai dire. Voilà. D'accord. Bah, merci. En Ouais. effet, c'est... ça- J'ai failli retourner à Orsay après ça, mais parce que j'étais encore en détachement, hein. ouais. Puis j'ai tenu le coup quand même. Très bien. Est-ce que dans ce que vous voyez arriver, il y a des choses qui vous enthousiasment beaucoup, par exemple des nouvelles technologies, des nouveaux sujets, des nouvelles thématiques de recherche? Alors, bon, tu as parlé de CRISPR-Cas9. Effectivement, c'est enfin, un développement qui est assez remarquable parce que normalement, ça devrait enlever tous les problèmes qu'il y a sur les transgéniques. Oui. Voilà. Puisqu'on peut faire de la modification précise, hein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Incidemment, en parlant de transgénique, euh, actuellement, on a quand même des problèmes de Covid, Oui. raison pour laquelle on fait ça par distanciel. Oui. Et il y a quand même les vaccins qui sont mis au point, les plus performants, d'après ce que j'ai compris, c'est des molécules d'ARN qui sont inclus dans des liposomes. Et Oui. donc, quand on vous injecte ça, vous devenez quelque chose de transgénique quelque part. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ah, c'est un vrai débat parce que dans le cas des vaccins ARN messagers, l'ADN ne s'intègre pas du tout au nôtre. C'est juste que... Alors, on peut le penser, mais a priori, enfin, quand tu es un être caryote comme moi, Oui. dans ton être caryote, tu as plus de cellules procaryotes que caryotes. Oui.
On est d'accord là-dessus. Oui, notamment dans Et tous les systèmes digestifs. voilà, et a priori, tu pourrais te dire aussi qu'il y a peut-être quelque part des transcriptases reverses qui seraient capables de transformer cet ARN en ADN aussi. Hein. Et donc, enfin, moi, je ne suis pas si sûr, quoi. Et donc, je trouve que, enfin, de mon point de vue, quand on refuse les plantes transgéniques pour se nourrir et qu'on accepte de se faire intégrer un ARN, voilà, comme ça, je trouve pas ça d'une logique extraordinaire. Oui. Bon, j'ai un peu dérivé. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est intéressant. Non. Ouais. Donc il y a ça, oui, et puis il y a tous les aspects de biologie synthétique. Oui. Donc la création de nouvelles espèces, moi je trouve ça relativement passionnant, effectivement. Oui. Oui, oui, je suis Mais d'accord. bon, c'est pas moi qui vais créer les nouvelles espèces. Voilà. Mais c'est quelque chose. Pas. Oui. Moi, dans mon travail, j'essaye de créer de nouveaux écosystèmes. Pas de nouvelles espèces, mais de combiner des espèces existantes dans de nouvelles façons. Ok. Bon. Voilà, c'est l'écologie synthétique. Eh bien, écoute, je descends à Montpellier régulièrement, comme j'avais expliqué, donc je viendrai voir ton travail à l'occasion. Avec plaisir, bien sûr. Ouais. Enfin, j'aime bien poser une question sur une recommandation culturelle. Donc, que ce soit au sens très large, que ce soit un film, une pièce de théâtre, un livre, quelque chose que tu as envie de partager? Alors, les représentations culturelles actuellement, il n'y en a plus beaucoup, oui. N'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Et une chose, alors moi je lis beaucoup, effectivement, j'essaye. Alors j'ai essayé de lire énormément en anglais de manière à maintenir un petit peu cette utilisation de langue. Actuellement, je suis en train de lire un livre c'est un énorme bouquin d'un mec qui s'appelle David Hume, qui est un philosophe écossais, qui a écrit un énorme livre sur l'histoire de l'Angleterre. D'accord. Et donc ça s'arrête vers les années 1800. Moi, je suis au début du livre. Hein. Oui. Ça s'arrête vers les années 1800 parce qu'il est mort à ce moment-là. Donc je suis pas sûr. Il est peut-être mort avant la Révolution française. Voilà. Oui. Mais après qu'ils aient tranché la tête au roi en Angleterre, ce qu'ils ont fait aussi à l'occasion. Oui. Mais ce qui m'intéresse énormément là-dedans, c'est de voir la perception anglaise de l'histoire. Et en particulier, enfin, tu sais, il y a la guerre de 100 ans, etc., oui. entre la France et l'Angleterre, de voir l'autre aspect des choses. Oui. Parce que, en fait, du point de vue anglais, bon, ils avaient droit, l'Angleterre a finalement été conquise par Guillaume le Conquérant, oui. qui était normand, donc qui était viking à l'origine, mais normand. Et donc, ce gars-là, il avait des possessions en France et en Angleterre. Et par les mariages, etc., ils sont, de leur point de vue, devenus régulièrement maîtres du Bordeaux, par exemple. C'est assez douloureux pour les gens qui travaillent. Voilà. Enfin, donc, on le voit de façon complètement différente. Complètement différente. Voilà. Et j'aime bien me mettre à la place des autres pour voir ce qu'ils pensent un peu aussi. En effet, ça a l'air intéressant. Merci. Oui. Alors, et pour terminer, si suite à cette discussion, quelqu'un veut te contacter pour pouvoir discuter avec toi de tout ce que tu as fait, c'est quoi le moyen le plus efficace? Alors, c'est possible de me joindre sur Facebook. D'accord. J'ai un compte Twitter, je n'utilise pas vraiment. D'accord. Donc voilà, on peut peut-être essayer de me joindre sur Twitter, mais je ne sais pas trop me servir de ça en fait. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour tes réponses alors. Et pas de quoi. Et puis, bonne journée pour la suite. Merci. Au revoir. Bye bye.